Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal, le 13 mars 2021. Aujourd'hui, je vous parle de Roger Grenier, le Palais des livres. Roger Grenier, né à Caen en 1919, mort à Paris en 2017, donc mort à l'âge de 98 ans. Il a publié le Palais des livres à l'âge de 92 ans. Alors ça reste quand même extraordinaire Vous avez entendu la porte? Elle mugit encore, cette porte. La porte se révolte à nouveau. Alors c'est une porte parlante, une porte porte-parole d'elle-même. Elle aussi, elle a son mot à dire. Vous entendez? Ah, quelle porte! On en rêve tous d'avoir une porte pareille à celle-ci, qui ne cesse de s'exclamer, qui ne cesse de s'ébrouer. Cette porte qui n'a qu'une seule envie, elle aussi, s'en aller. Et c'est le chapitre dont je vais vous parler dans ce livre, mais avant, dans ce livre de Roger Grenier, mais avant, je vais vous montrer mes acquisitions. Mes acquisitions du jour, rien que je n'aime plus que de déserter ma propre librairie pour aller musarder dans celle des autres. Rien n'est plus excitant, à mon sens, que la bibliothèque des autres. Hein. On pourrait dire, je ne pasticherai pas Sacha Guitry, qui était belle comme la femme d'un autre, mais j'ai envie de dire, ouais. Toutes les bibliothèques du monde m'intéressent plus que la mienne, n'est-ce pas? Par contre, je suis heureux évidemment d'être libraire, vous le savez, je le dis assez, je le dis trop sans doute, la joie que j'ai d'exercer cet étonnant sacerdoce, n'est-ce pas, qui a pris beaucoup d'ampleur depuis la pandémie. En tout cas à Montréal, puis je pense en France aussi, et je sais qu'aux États-Unis c'est le cas. On parle beaucoup des libraires et des librairies, à plus forte raison. Est-ce que nous nous approchons du statut de cuisinier qui étaient avant la pandémie des stars incontestées, hein, des émissions de télé-réalité autour des chaudrons, des, euh, des aventures palpitantes dans les cuisines surchauffées avec des chefs armés de couteaux vociférant des ordres à des êtres de cuisiniers pétrifiés d'effroi. Alors oui, puis généralement, les cuisiniers, ils travaillent, cuisiniers, restaurateurs, ils travaillent sans arrêt, ils ont les traits tirés, ils bouffent, ils sont tatoués, ils sont de mauvaise humeur, ils sont toujours sur... Mais sommes-nous, nous, les libraires, en train de les supplanter dans l'imaginaire? Alors, une émission de télé-réalité avec un libraire, ça ressemblerait à quoi? Je m'adresse à Sergio 15. Est-ce qu'on entend bien, là? J'ai apporté des ajustements au bidule, à mon bidule. Est-ce que ça fonctionne? J'espère que oui. Il y a mon ami Louis qui conseille de mettre des écouteurs. Parce que, bon, semble-t-il, j'ai pu vérifier, vous savez, sur YouTube, il y a la provenance, le temps d'écoute et tout ça. Honnêtement, je regarde ça très rarement, sinon jamais. Peut-être la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a un an. Peut-être. Puis peut-être même davantage. Mais il y a plusieurs années, j'avais réalisé ceci. Mon auditoire, très important, n'est composé que d'hommes. Voilà. Alors, visiblement, j'ai fort à faire pour me transformer, en sexe symbole, mais les libraires reprenant du poil de la bête, peut-être on va avoir une génération de libraires très charismatiques, médiatiques, objets de télé-réalité. Je ne sais pas comment ça pourrait se présenter. Peut-être enfermer des gens, alors une émission de télé-réalité dans la librairie. Alors on enferme des gens qui détestent lire, mais ils sont obligés de lire. Alors, ils sont obligés de lire, ils sont obligés, au terme d'une soirée, de discuter entre eux,
de leur lecture. Et, et là, eh bien, évidemment, les candidats, ils sont soumis eux aussi au ballotage s'ils ne rendent pas bien compte de leurs activités de lecture ou encore si la caméra les capte s'endormant dans un livre ou encore la caméra les capte tournant fébrilement les pages, faisant semblant de lire. Peut-être c'est un concept, ça. Dans la librairie, avec 10 candidats, 5 garçons, 5 filles, et on s'assure aussi, avant de les enrôler dans cette émission-là, on s'assure de jauger de leur inculture, hein, n'est-ce pas? Qui a écrit le Cid de Corneille? Hein? Qui a écrit le Cid de Corneille? Je sais pas. Hein? Voyez le genre de questions qu'on peut leur poser. Qui a écrit la Bible? Je ne sais pas. D'accord, c'est bon, c'est bon. Qui a, qui a écrit La porte étroite? Alors ça, c'est une colle. Hein? La porte étroite. Qui a écrit La porte étroite? La plupart des lettrés l'ignorent de toute façon. Mais La porte étroite, n'est-ce pas? Alors, qui a écrit Roméo et Juliette? N'est-ce pas? Alors, 10 questions comme ça, des questions pièges. Hein? Qui a écrit le Tractatus Logico-Philosophicus? Et s'il répond Wittgenstein, hop, il n'est pas engagé dans cette nouvelle télé-réalité hyper sadique. Et évidemment, le jury, parce qu'il y a un docte jury composé d'éminents libraires, dont moi, qui a eu cette idée, et qui va vendre les droits chèrement. Où je pourrais bien vendre cette idée, je ne sais trop. J'en parlais à Fabienne, qui a peut-être des lumières sur le sujet, sur ce concept improvisé sous vos yeux. Un peu de sérieux maintenant. Alors donc, je vous disais, j'aime aller bouquiner, j'adore aller bouquiner. En fait, c'est presque la chose que j'aime le plus au monde. Presque. En tout cas, c'est pas mal la chose que j'aime pas mal le plus au monde. Alors, je suis allé chez mon confrère. Mon éminent et distingué confrère et ami. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Un homme très généreux. Ouais, il sait que je lui dis pas... En fait, je lui dis juste sur ma chaîne YouTube que je l'aime bien. Mais je lui... C'est ça, hein, les Québécois métissés, normands, vikings, algonquins, on est des hommes de peu de mots, hein? De peu de mots. Alors, mais je l'apprécie beaucoup. Donc, est-ce que je commence par Grenier et après j'enchaîne avec mes trouvailles? Je vais avec Grenier. Comme ça, je sais que vous êtes bien curieux, comme ça, c'est une façon de maintenir votre attention. Alors donc, oui, Grenier né en 1919 à Caen, en Normandie, mort à Paris. Bon, j'ai dit tout ça. Il a été compagnon, il a travaillé au même journal, le journal de Camus, Combat. Camus avait 30 ans, lui en avait une petite vingtaine, peut-être 22, 23. Il a été dans la résistance et il a été capturé par les nazis, s'est retrouvé devant un peloton d'exécution et deux officiers nazis, ouais, se sont enguirlandés. Grenier ne parlait pas allemand, alors il n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Ils se sont engueulés. Et finalement, au terme de cette engueulade, ils l'ont libéré. Alors, il a travaillé, il a été scénariste pour la télévision, il a publié une bonne quarantaine de titres. Moi, j'en ai lu que quelques-uns. Je ne vais pas vous parler ce soir de ceux que j'ai lus, mais... et je ne vais pas non plus vous parler de probablement un des meilleurs livres qui a été écrit sur Camus, c'est lui qui l'a fait. Alors donc, il a été employé, non, il ne dirigeait pas une collection. Il a travaillé au comité de lecture de Gallimard pendant 50 ans. Alors des manuscrits, il en a vu, des textes, il en a vu, mais ça ne l'a jamais empêché de... Ouais, vous voyez, des petits curieux, ils se promènent, c'est un couple ça, ils ont défié la loi. À 20h18, je les ai captés.
Parce que vous avez remarqué, ni le garçon ni la fille avaient un chien avec eux. Ah ah, les garnements. Ah. Vont-ils se faire verbaliser? Non, je les dénoncerai pas. Je ne suis pas un délateur. Bon, un stool, comme on dit au Québec. Alors donc, c'est comme libraire, ça. Passez 50 ans dans une maison d'édition, si vous êtes encore capable d'écrire, malgré le flot continu, ininterrompu, incessant, accablant dans certains cas, de papier imprimé, eh ben, c'est que vraiment, là, vous êtes fait pour l'écriture. Aux apprentis écrivains qui fréquentaient ma librairie, jadis, à Côte-des-Neiges, je leur disais, si tu es capable d'être... Si, après avoir été libraire pendant 2 ans, tu es capable encore d'aligner une seule phrase, c'est que tu es vraiment fait pour l'écriture. Bon. Alors ça aussi, peut-être, dans mon volet, il y aura un volet expédition punitive là, dans ma télésérie, dans la librairie. Alors, on les amène dans des librairies, là, on les fait souffrir là, en les douchebags. Les voit se promenant là, avec l'air dégoûté. Avant de les soumettre au ballottage, le dernier test, on leur fait faire une visite guidée dans les librairies de Montréal pour leur donner une petite chance d'être sauvés comme grenier par les officiers allemands. Alors donc, le Palais des livres, c'est quoi? Le Palais des livres, tenez, je vous le montre. Donc oui, livre qu'il a écrit quand il avait 92 ans. Ça, c'est... L'écriture, elle est... Aïe, 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 l'écriture. Bon, moi, c'est tout ce qui m'intéresse au fond, l'écriture. Elle est limpide. C'est écrit, c'est juste, c'est limpide, c'est fluide. C'est rempli de références littéraires. On adore ça. Hein? On adore ça. Euh, c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement fouillé, c'est érudit sans pédanterie. C'est fin, c'est subtil. Ah, écoutez, c'est un livre que l'avez entendu, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, et d'autant que Grenier, moi, personnellement, bon, j'avais lu sa biographie consacrée à Camus, mais là où je l'avais par-dessus tout apprécié, c'est les quelques essais qui sont à la fois des essais de psychanalyse, euh, de regard d'un écrivain sur un autre écrivain, sur le processus de l'écriture aussi, dans la collection, l'un et l'autre, fondés et dirigés par Jean-Baptiste Pontaliste. Alors, c'est publié chez Gallimard. Dans ma quête de bibliophilique, dès que je vois un titre que je pense ne pas avoir, j'en suis pas sûr, à part ceux que j'ai lus, alors ceux-là, je sais avec certitude que je les ai dans ma bibliothèque quelque part, au loin, dans le magma, je ne sais pas si vous l'entendez gronder. Porte, c'est le moment pour toi de te manifester. Capricieuse, hein? Une vraie diva, cette porte. Elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est mutique. Tout à coup, je suis inquiet. Ma porte est devenue mutique. Je présume que les vôtres aussi sont silencieuses. Peuvent grincer parfois. Des portes grinçantes. Des portes... des portes... des portes à faux. Bon, d'accord. Alors, j'avais été fasciné par son Pascal Piat, le droit au néant. Son Pascal Piat, vous savez, Pascal Piat. Pascal Piat, il a tout lu. Il a tout lu. Il a tout lu l'histoire de la littérature française. Lui, c'est un érudit total. Et il savait tout. C'est lui là, qui avait fabriqué le fameux faux là, surréaliste. Mon ami Phonographie va sans doute dire oui, c'est pas la chasse. Je l'entends déjà dire oui, la chasse. En tout cas, c'est lui il avait fait un faux Rimbaud. Il avait trompé tout le monde, sauf André Breton. Alors voilà, le faux Rimbaud. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est Pascal Piat. Ouais, je suis capable d'inventer des trucs, vous savez.
Alors, son droit au néant de Pascal Piat était une pure merveille. Il a fait un Fitzgerald aussi, 3 heures du matin, titre formidable. Il a fait un Tchekhov, Regardez la neige qui tombe, toujours publié dans cette collection-là, qui n'existe plus. Je pense que Gallimard a mis un terme à cette aventure avec le décès de Pontalis, je pense. Et la collection, c'est autour d'une 120, 130 titres. Alors, c'est une collection fermée maintenant. On peut résolument se mettre en quête de chacun de ces volumes. Je dirais que c'est intéressant, une collection fermée. Pour un collectionneur, on sait qu'il y a un début, on sait qu'il y a une fin. Et parfois, il y a des collections qui ne... Comme les découvertes Gallimard, les découvertes Gallimard, quand ils sont apparus au milieu des années 80, ça a été un buzz total. Et les gens les collectionnaient. Mais après, je pense qu'ils n'ont pas su tempérer leurs ardeurs devant le succès entraînant le succès. Alors, la collection, même dans les librairies d'occasion, on les mettait à part tant ils étaient l'objet de convoitises de la part de kleptomanes. Parce que la valeur de revente était assez grande. Il y a eu, à un moment donné, à Montréal, en tout cas, quelques librairies qui étaient davantage des receleurs que des libraires. Et ces découvertes Gallimard étaient fort... Les découvertes Gallimard étaient fort prisées par les voleurs-revendeurs. Et je pense que maintenant, bon, on les met nulle part, on les met n'importe où, ça n'a plus d'importance. Il y a eu trop de titres, ça a épuisé le truc, ça a découragé les meilleures volontés. Alors, oui. Alors, ce palais des livres, ben, c'est 9 textes. 9 textes qui ont été écrits dans diverses revues, qui ont été évidemment réécrits. Et il y a un fil conducteur, qui est toujours l'écriture, qui est toujours le rapport de, de, de l'auteur avec ses sources. Mais pas juste ça, sur la vie privée, sur le suicide. C'est le... En fait, il y a 2 petits passages que je vais vous lire. Le droit de se contredire de Baudelaire, que vous connaissez, et le droit de s'en aller, c'est-à-dire de s'enlever la vie. Alors, et après ça, je vais vous montrer mes acquisitions du jour. Je suis plutôt content de ça. Et ça aussi, comment qu'on... Je ne commencerai pas à vous raconter tous les vieux collectionneurs, comment je les ai vus, s'accrocher désespérément à leur bibliothèque. Il y en a un, je sais pas, je vous raconterai ça une autre fois. Mais le vieux collectionneur là, qui au fond, préfère mourir que de voir sa bibliothèque disparaître. Mon vieil ami, ça je peux dire, tenez, mon vieil ami, là, Georges Raby, quand je suis allé le voir la dernière fois avant, bon, il était atteint d'une maladie dégénérative. Et à un moment donné, il a lâché une sorte il ne me reconnaissait pas, faut bien le dire. Je lui rappelais vaguement quelqu'un qu'il avait jadis connu. À un moment donné, il a simplement dit que, ouais, il y avait des bons livres dans sa bibliothèque. Ah oui, il y avait des bons livres. Et c'était aussi une référence en, en matière poésie québécoise. Il connaissait. Alors, des fois, quand j'avais un détail, même la porte est d'accord avec moi, quand j'avais besoin de clarifier un détail ou j'avais besoin de précision sur tel auteur ou telle édition, lui, il le savait. Il avait passé sa vie à collectionner les poètes québécois du début du siècle jusqu'au début des années 80. Il était quand même intéressé beaucoup aussi par ce qu'écrivaient les nouvelles générations là, qui apparaissent. Alors, oui, s'en aller. La Déclaration des droits de l'homme a défini un certain espace de liberté. Elle comprend 17 articles. Et ce n'est pas par goût de la plaisanterie que j'insisterai sur la boutade de Baudelaire, qui en avait inventé un 18e et un 19e, le droit de se contredire
et le droit de s'en aller. Se contredire, s'en aller. Deux réfléchis qui invitent à réfléchir. Ils apportent deux des éléments essentiels de la liberté. Le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Je suis persuadé que l'on ne trouvera jamais mieux pour exprimer la révolte discrète, mais irréductible, de l'individu, le quant à soi. Il faut citer Baudelaire de façon plus précise. Il a commencé par le droit de se contredire. Il a écrit sur l'album de Philoxène Boyer, parmi les droits dont on a parlé ces derniers temps, il y en a un qu'on a oublié, à la démonstration duquel tout le monde est intéressé, le droit de se contredire. Si s'en aller est un droit, il faut lui trouver un fondement. Le jeune Camus, dans une formule fracassante, en a fait le seul problème philosophique sérieux. Novalis disait déjà, le véritable acte philosophique est le meurtre de soi. C'est là le suicide, c'est là le commencement réel de toute philosophie. Le suicide philosophique reste pourtant une rareté. Sa théorie, chez les stoïciens, dégénère en une obscure querelle sur les biens, les maux et les intermédiaires. Je doute que l'on ait envie de se tuer pour avoir moins écouté l'Académie que le portique. Jean Starobinski a rappelé que dans la réalité, les gestes suicidaires sont rarement attribuables à une cause unique et simple, ils sont surdéterminés. Bien souvent, c'est une pulsion d'un instant qui déclenche le suicide. Le jour où mon ami Romain Gary s'est tué, il a téléphoné à Genève où il devait se rendre pour qu'on aille le chercher à l'aéroport. Il a demandé à une infirmière quel médicament il devait emporter. Il a déjeuné avec son éditeur, Claude Gallimard, pour lui parler de questions d'impôts. Il s'est tué à la fin de cet après-midi ordinaire. Le suicide est un précipice que l'on côtoie et qui donne plus ou moins le vertige, selon les jours et notre tempérament. Il semble que l'on se tue comme en rêve, écrivaient les surréalistes, en lançant leur célèbre enquête. Pour certains affligés du vice absurde dont parle Pavese, jouer avec l'idée de s'en aller devient un mode de vie. L'idée de suicide était une protestation de vie. Quelle mort de ne plus vouloir mourir, note Pavese. Et René Crevel, la hantise du suicide n'est-elle pas le meilleur remède contre le suicide? Mais lui a fini par se tuer. Mallarmé aurait déclaré « Pas un seul jour je n'ai remonté la rue de Rome sans avoir la tentation aiguë de me jeter par-dessus le pont de chemin de fer et d'en finir avec la vie. » Le droit de se contredire vient de se mêler à celui de s'en aller quand il s'agit de se donner des raisons de mourir ou de surseoir. On peut décider que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais que des devoirs envers les autres nous retiennent dans cette vallée de larmes. C'est ce qu'on appelle avoir des charges. On peut se tuer aussi parce que l'on trouve la vie horrible, mais parce que l'on l'aime tant que l'idée d'en être privé est insupportable. Suicide gribouille. Même sans aller jusque-là, nombreux sont ceux qui maudissent la vie parce qu'elle est gâchée par la perspective de la mort. Hugo von Hofmannsthal dit de l'un de ses personnages, il exécrait si fort sa mort prématurée qu'il abhorrait sa vie, qu'il l'avait menée là. Et Michel Léris, dans Aurora, craignant la mort, je détestais la vie. Autour de la même idée, Jules Laforgue, dans un article sur Paul Bourget, rapporte un petit dialogue qu'il aurait eu avec lui. « Bonjour, monsieur Bourget. Toujours triste? Et qu'avez-vous? » « J'ai la vie. »« Et que trouvez-vous de si triste dans la vie? »« La mort. » Et en effet, essayez de sortir de là. C'est ainsi que Paul Bourget, à la recherche d'une solution, condamna l'individualisme
qu'il avait si fort exalté au temps du bellisme, mais qui décidément apporte trop de tourments, et il se réfugia dans des cadres sociaux bien étroits, la terre natale, l'armée, la religion, la monarchie. Quand il s'agit de vivre, on se donne les raisons que l'on peut. À la fin de sa vie, Malraux, dans Lazare, se souvient d'un personnage de la voie royale, qui dénie toute valeur morale ou philosophique à la vie, à la mort, au suicide. Il n'y a pas la mort, il y a moi qui vais mourir. On a aussi ses bonnes et ses mauvaises raisons pour mourir. Il est vrai que la raison importe moins que le geste. La raison a pu être excellente ou stupide. Si le geste est réussi, vous n'êtes plus qu'un cadavre, c'est-à-dire rien. Il y avait quelqu'un dans ma famille qui, à la moindre contrariété, quittait spectaculairement la table. C'était au cours du dîner que naissaient le plus souvent les querelles. Il s'en allait dans les rues, laissant plus ou moins supposer que le but de sa fugue serait le lit de la rivière. Cette personne abusait ainsi doublement du droit de s'en aller. Elle en faisait un moyen de représailles et de terreur. Elle espérait bien que la peur de la perdre nous ferait vite courir après elle. Dans ces moments, elle devait aimer aussi l'image d'elle-même qu'elle était en train de se donner. La tendance héréditaire au suicide, sa fréquence qui varie selon le sexe, la tranche, l'âge, le métier, la condition sociale. Le pays invite à penser que nous croyons choisir le suicide. Et c'est le suicide qui nous choisit. À Mont-Gabriel, dans les Laurentides, je parlais avec le critique René Michat de Philippe Julien, qui s'était tué quelques jours plus tôt, pendu, un suicide de paysan, alors qu'il était l'arbitre des élégances de l'homosexualité parisienne. Brusquement, René Michat, homme au physique calamistré, faudrait le retenir celui-là, calamistré, et dont je n'attendais aucune surprise, me lance. Je suis né dans une famille de suicidaires. Mon père, mes oncles se sont suicidés. Alors je suis très attentif au suicide. Je reconnais à l'avance les gens qui vont se tuer. Je les inscris sur une liste. Le jour où ils le font, je raye leur nom. Philippe Julien, il était sur votre liste? Oui. Je pense à Hemingway. On peut facilement ranger son suicide parmi ceux relevant de l'euthanasie. Malade et redoutant d'être diminué, il a préféré en finir. Mais on peut se souvenir que son père s'était tué et que lui-même a pris le fusil qui avait déjà servi au docteur Hemingway. Ainsi, n'a-t-il pas seulement voulu s'épargner des souffrances et l'humiliation d'une vie déclinante. Il a peut-être aussi cherché à faire ce qu'avait fait son père, et il est facile de montrer que toute son œuvre est imprégnée de ce que Pilar, dans Pour qui sonne le glas, appelle l'odeur de la mort à venir. Monterland de même, menacé de cécité et craignant de finir comme un objet entre les mains des médecins, a choisi de quitter la vie tant qu'il était encore temps. Mais aurait-il adopté cette solution si depuis toujours il ne s'était fortifié dans la fréquentation des Romains et s'il n'y avait acquis une haute idée de la mort volontaire? Au moment du suicide de Monterland, il s'est produit d'ailleurs un événement étrange. Admirant qu'un homme ait conformé sa conduite à ses écrits, ce qui prouve que le droit de se contredire va de soi, la presse même la mieux pensante, les journaux catholiques, a non seulement loué celui qui venait d'accomplir ce geste, mais a entonné un éloge du suicide. Alors voyez le ton, vous entendez, hein, cette vélocité, les phrases qui s'enchaînent les unes aux autres, dans une espèce de rythme, de rythme altier. Ça se dit ça, un rythme altier, quelque chose à la fois fier, mais à la fois débonnaire en même temps. Quelque chose, c'est fin, mais c'est pas le truc prise de tête, mais c'est pas le truc non plus, c'est malin, c'est intelligent, c'est subtil. Alors, le palais des livres, hein, de Roger Grenier. Le moment tant entendu maintenant, le moment de d'exciter la convoitise. Alors oui, je suis allé... certains, c'est pas... Bon, vous savez, j'ai entrepris la lecture de Marie Desjardins sur Réal Benoît. Je ne tente même pas de chercher
mon exemplaire de son livre le plus important, Naison. Là, je vous montre. Tenez. Alors, je l'ai racheté. C'est beaucoup plus simple. Et il a été réédité aussi chez Moult Éditions. Alors, il a été réédité à l'identique. Même format. Je ne sais, cependant, je ne l'ai pas tenu entre les mains. Probablement, il doit avoir une préface nous expliquant qui est Réal Benoît et quelle a été l'importance de Naison. Très certainement, Moult Éditions a dû faire ce travail-là. Mais je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas non plus vérifié, comme vous l'entendez, avant de faire cette vidéo. Et ce qu'on y voit, c'est qu'il est autographié. Voilà. Pas payé très cher, pas en plus entre confrères, entre confrères bon temps, on consent à une petite ristourne. Alors, je l'ai payé vraiment pas cher, au fond. Mais avec la couverture de Jacques de Tonnancour. Voilà. Qu'il a côtoyé, qu'il a côtoyé d'assez près, même, comme je l'apprends en lisant la biographie de Marie Desjardins, dont je vais vous parler d'ici peu. J'avance lentement. J'avance lentement parce que, non seulement j'avance lentement, mais je me faisais 2 réflexions en le lisant, en tout cas. C'est qu'en ce moment, il y a plusieurs livres sont publiés qui remettent en cause la Grande Noirceur. Et dans le même élan, qui remettent en cause aussi, mais pas nécessairement les mêmes livres, la Révolution tranquille. Et on s'entend, en tout cas, de plus en plus pour dire qu'au fond, il y a un continuum. Il y aurait... Les ruptures ne seraient pas si importantes qu'on le laisse présumer. Et la continuité d'un certain type de réaction, de comportement. De là, le livre de mon ami Pierre B. Berthelot, Duplessis est en vie. Au fond, il y aurait un fil conducteur là, qui relie les époques de manière beaucoup plus pugnace que les soubresauts ou les cassures, ou en tout cas, ou les dates arbitraires. Bon, t'es arrivé telle chose, mais qu'il y aurait au fond, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui change. Et que on aime croire que là, il s'est passé quelque chose, puis là, il y a un basculement. Oui, il y a des dates. Dans un siècle, il y a quelques dates là, que, oui, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Mais la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Alors donc, ceci, toujours de Réal Benoît, la saison des artichauts. Alors, lui aussi, il est autographié par Réal Benoît, mais c'est curieux, c'est pas vraiment la même signature. Ouais, c'est le même. Alors, oui, il est également autographié par Réal Benoît. Alors, un petit livre aussi. Alors, je vais vous en rendre compte quand je vais rentrer dans la séquence Réal Benoît. Mais, là, je vais vous parler d'un autre Benoît. Jean Benoît. Et là, c'est autre chose. Jean Benoît. Alors Jean Benoît, j'ai eu l'occasion, tenez, je vous montre le livre. Aux éditions surréalistes. Bon, Jean Benoît, François Côté, alors il note que c'est un ex-dono. Ça veut dire peut-être, mais qu'il aurait été autographié par Jean Benoît, mais il refuserait d'engager son évaluation professionnelle sur l'objet, ayant comparé d'autres signatures. J'abonde plutôt dans son sens. Alors, mais je vous le montre quand même. Alors, c'est Envers l'ombre, illustration de Jean Benoît, de Vincent Bounour, qui a tenté, suite à la mort de Breton, il a fait un livre, il a fait un collectif, La civilisation surréaliste, publié chez Payot. Il a tenté, après la mort de Breton, de poursuivre le mouvement surréaliste. Alors, il y a eu... le mouvement surréaliste portait en son sein de multiples schismes, de multiples querelles de clochers autour de la figure du pape. Et alors oui, donc,
Je vous montre un dessin, tenez. Vous voyez? Ça, c'est Jean-Benoît. Jean-Benoît, bah, j'ai commis quelques vidéos là-dessus. J'ai même publié un livre de mon ami Jean-Marie Apostolides sur Jean-Benoît. Faites vos recherches sur Jean-Benoît. Jean-Benoît a appartenu succinctement. Là, il est né à Québec. Il a quitté le Québec, je pense, en 1948. Il a fait partie du groupe Prisme Dieu qui était un peu en opposition avec les signataires du manifeste Le Refus Global. Prisme Dieu, Tonnancourt, Alfred Pellan, pour nommer que ceux qui me viennent en tête. Là. Et Mimi Parent, la compagne de Jean-Benoît. Et il s'est installé à Paris. Et la première chose qu'il a faite, c'est aller rencontrer André Breton. Et il est resté proche de Breton jusqu'à la mort de ce dernier en 1966. Et c'est à lui qu'on doit l'exécution du testament du marquis de Sade, Jean-Benoît, lors d'une soirée privée à Paris. Au fer rouge, il s'est marqué les initiales du marquis de Sade. Et c'est la première, en tout cas les historiens de l'art reconnaissent, c'est la première performance avec le body art, là, où le corps est proposé comme objet d'art, on va s'en dire. Alors, il avait fait un costume aussi, quelque chose assez extraordinaire. Et il a appartenu donc à lui et Mimi Parent, ils ont donc appartenu à la troisième et dernière génération des surréalistes qui avaient connu de leur vivant André Breton. Alors, c'est un Québécois. Moi, je l'ai rencontré une fois. Dans une soirée où je l'avais incité dans un lancement d'un de mes amis. Je l'avais incité à fumer, je l'avais incité à boire également. Et je me promenais, plus je buvais, plus je trouvais ça incroyable de boire avec Jean-Benoît. Et tout autour de moi, je disais, hey, il y a Jean-Benoît qui est là. Jean-Benoît, c'est qui ça? Ah ouais, c'est qui ça? C'est Jean-Benoît, c'est Jean-Benoît! Alors, on a bien rigolé, lui et moi. Puis, dans un des numéros de la revue, il nous a permis d'utiliser un de ses dessins. Je l'ai montré dans une... Faites des recherches, Bruno Lalonde, Jean-Benoît, vous allez tomber sur tout ça. Probablement, je vous montre le dessin. C'est du Jean-Benoît. Mais, donc, c'est un artiste que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors ça, c'est une chose difficile à trouver. Je continue mes petites recherches, mes petites trouvailles du jour. Histoire de squelette. Alors, ce qu'on y trouve à Daniel, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors ça, un autographe de Jean-Benoît. Daniel Laure, qui a organisé au Musée de la Civilisation à Québec en 2005 une rétrospective des œuvres croisées de Mimi Parent et de Jean-Benoît. Elle a eu un paquet de difficultés, bon, parce que Jean-Benoît, son œuvre, elle est érotique, elle est sadienne, c'est-à-dire il y a des éléments sadomasochistes, il y a des trucs assez... et elle a, comme commissaire d'exposition, semble-t-il, elle a eu pas mal de difficultés. Alors, ouais, on a fait le trajet Montréal-Québec pour aller voir cette exposition-là. Alors, c'est quoi Histoire de squelette? C'est une petite anthologie récréative à l'usage des bons vivants. Textes réunis par Marine Degly, avec des dessins donc de Jean-Benoît, publiés aux éditions Hourglass. Alors, tenez, on voit, je suis vraiment ravi d'avoir ce livre-là. Il y a un entretien avec Jean-Benoît. Tenez, je vais vous montrer la photo. Voyez à quoi ressemble notre homme. Hein? Posant fièrement avec un crâne. Voyez, hein? Alors, elle lui demande comment vous définiriez-vous en une courte formule un homme blanc aux idées noires. Hein? C'est pas magnifique, ça? Et voilà, on reste dans la mort. Je vais vous lire quand même ce petit passage. Comment se fait le passage de ces idées noires à l'idée de la mort, si obsédante, si obsessionnelle dans vos œuvres? Pensez à la mort à une nuance près.
est à distinguer de l'idée de la mort. Les vases communicants, le sablier, le bilboquet, le négatif et le positif. L'idée de la mort est l'étincelle qui entraîne, évoque et engendre l'image. Je songe à ce moment précis aux amants trépassés de Grunewald qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. La pensée de la mort, en revanche, s'avère négative, bien que présentement, à mon âge, j'en sois arrivé à cette conclusion. Jamais époque ne fut plus propice à envisager le grand départ sans regret. Comme j'aime à dire, j'emporte ma tombe et vous laisse le monde. N'est-ce pas? Alors, il y a encore des petits dessins. Ça, honnêtement, là, moi, je vais vous parler franchement en tant que bibliomane. François Côté l'a annoncé dans son catalogue. Il a annoncé aussi ceci, il a annoncé d'autres. Et c'est vrai. Et puis, honnêtement, c'est pas très cher. Et honnêtement, c'est invraisemblable, selon mon estimation, qu'un collectionneur ne se soit pas emparé de ça rapidement. Mais non. Moi, je les avais vus, mais bon, puis la pandémie, la boutique a été fermée pendant de longues semaines, de longs mois même. Ah, ouais, est-ce que, bon. Et puis là, aujourd'hui, bon, ben, je suis allé chercher les Réal Benoît et je suis tombé sur les Jean Benoît. Et ah non, là, non, là, c'est ce qu'on appelle un achat défensif. Il faut pas laisser passer ça. Il faut pas laisser passer ça. Et là, c'est ce qui va arriver. Si une semaine ou deux, ça, c'est comme une loi magique. À la librairie, dès que quelqu'un touche un livre et qu'il ne l'achète pas, je suis certain que dans les heures, sinon les jours qui vont suivre, quelqu'un va l'acheter. Et la personne qui a pensé peut-être s'en porter acquéreur va me téléphoner ou va venir. Et là, après, après avoir laissé mariner ce désir-là, hein, de ne pas l'avoir laissé jaillir, hein, un désir, la manière, comme disait l'autre, la manière de résister à un désir, c'est d'y céder. Eh bien, l'avez-vous encore? Et puis là, je vais lui dire, et non, je ne l'ai plus. Alors, et je suis certain que ça va être le cas, là. François va me dire, Bruno, ou je vais lui demander, François, puis, ça a-tu réagi, là, pour les gens Benoît? Là, il va me dire, moi, il y a quelqu'un qui s'était décidé. Je dis, too bad, c'est trop tard. Ben, voilà, c'est ça l'affaire. Et ça, c'est tellement observable. Alors, celui-ci, c'est une revue. Ben là, voilà, justement, euh, qui est une revue quand même courante. Là, je l'ai payé un peu plus cher. Là, je dois avouer que, bon, François... mais, donc, la revue Fin, le numéro 23, dirigée par Jean Dev. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve la page couverture de Mimi Parent, donc la fameuse compagne de Mimi Parent. Une lettre du gouvernement du Québec, de la délégation générale à Paris, qui a Daniel Laure, la commissaire. Alors, Paris, le 27 juin 2005. Veuillez trouver ci-joint le numéro 23 de la revue Fin, édité par Pierre Brûlé, dont la couverture a été spécialement conçue par l'artiste québécoise Mimi Parent, décédée tout récemment. Par le plus grand de ces hasards qui accompagnent le surréalisme, Mimi Parent avait confié à Jean Dev, directeur de la revue il y a quelques mois, un album qu'elle avait dessiné pour elle afin d'exorciser les mauvais esprits. Dans ce numéro de la revue, on trouve ses planches et en couverture, sa signature dans le mot fin. Dans ce même numéro qui a bénéficié du soutien de la délégation du général du Québec en France, décidément, les Québécois, ils peuvent être... sont aussi reproduites des pages de carnet d'une autre artiste du Québec, Betty Goodwin. Alors, au sommaire, des photographies de Pierre Reverdy.
Donc, oui, c'est signé par Martine Dionne, attachée culturelle, responsable des arts visuels. Bon, c'est un exemplaire truffé, c'est amusant. Ça ajoute au livre. Et, attendez, parce qu'on... Ça ajoute à la revue. Et puis là, je vais vous montrer, voyez, Betty Goodwin. Voilà, voilà. Citation de Georges Bataille. J'écris pour qui, entrant dans mon livre, il tomberait comme dans un trou. Alors, attendez, je vais vous montrer quelques-uns des dessins de mes parents. Allez. Voyez? Voilà. Ça achève, ça achève. Bon, ceci, je passe rapidement là-dessus. C'est l'éditeur Goulet, des éditions Orphée, qui, quand il y avait du papier en trop, faisait imprimer des affiches poèmes. Alors, La Cyprine armée, Louis Geoffroy. Louis Geoffroy, poète décédé. Poète néo-surréaliste, jazzé. Décédé à l'âge de 30 ans, Louis Geoffroy. Très, très, très aimé par les jeunes générations des poètes. Et Michel Bugeaud, L'amour en prolongation, Michel Bugeaud. Alors, j'en ai comme ça quelques-uns, mais ça, je ne vais pas les garder. Je vais les vendre. Voilà. Je vais les vendre. Voilà, voilà, voilà. Et le dernier, la suite dans les idées, vous allez voir, et je conclue là-dessus, 41 minutes. André Malraux, mais oui, André Malraux. Les noyés de l'Altenburg. Et dans l'article que j'ai lu hier, me renseignant là-dessus, le critique parlait de l'Altenburg. Alors, l'Altenburg pour les uns et l'Altenburg pour les autres. Je pense que je vais plutôt y aller avec l'Altenburg, n'est-ce pas? Alors, c'est une édition numérotée. Oui, originale, donc. Et depuis les passages que j'en... ça promet d'être bien intéressant. Ouais, ça promet d'être bien, bien, bien intéressant. Il est question à un moment donné d'un professeur. Question de l'islam aussi. Et il est question de Nietzsche. La bibliothèque de l'Altenburg était admirable. Un pilier central y poussait très haut les voûtes dans l'ombre où se perdaient les rayons de livres, car la salle n'était éclairée que par des lampes électriques fixées à hauteur des yeux. La nuit venait à travers une vaste verrière, çà et là quelques sculptures gothiques, des photos de Tolstoï et de Nietzsche, une vitrine où se trouvaient les lettres de celui-ci à l'oncle Walter, un portrait de Montaigne, les masques de Pascal et de Beethoven. C'est monsieur de la famille, pensa mon père. Dans une large niche, son oncle attendait derrière un bureau, à l'aspect de table de cuisine, volontairement isolée, supportée par une estrade de bois haute d'une marche qui lui permettait de dominer son interlocuteur, ainsi d'une cellule orgueilleusement misérable, Philippe II désigna-t-il le vaisseau de l'Escurial. Ah voilà le ton. Hein. Quand le train s'est arrêté, mon père avait vu Walter sur le quai. S'il ne le connaissait pas, il connaissait ses béquilles. Alors, ce ne sera pas une lecture que je vais faire bientôt. Mais disons avant la fin de l'hiver. Oh, l'hiver, c'est vrai que c'est dans quelques jours. La fin de l'hiver est dans quelques jours. Mais ce programme de lecture, mais c'est ça aussi. Hein, vous le savez. C'est même pas un programme de lecture. Je sais même pas comment qualifier ça. Hein, des livres de chevet. Moi, c'est pas des livres de chevet que j'ai, c'est des pans de mur de chevet.
C'est des pans de murs que j'ai à lire. Et puis, sans compter, regardez là, les deux, le Mimi Parent, le Jean Benoît, bon, c'est quelques poèmes, bon, ça peut se lire assez rapidement, mais je le mettrai même pas là dans, le, dans la liste de livres à lire. Ils ont été achetés, ces livres-là, pour d'autres raisons, vous voyez, des raisons... il y a un paquet de livres, au fond, que j'ai dans ma bibliothèque, qui sont pas là pour être lus. Ils sont là pour d'autres raisons. Et, encore un autre contrevenant, pas de chien. 50 minutes. Et dire que je n'étais pas en forme aujourd'hui. Justement, je me disais, bon. Mais Roger Grenier, hein, Le Palais des Livres, voilà, une lecture que je vous recommande. Ça se lit bien, c'est intelligent, c'est fin. C'est pas du tout le droit de se contredire, le droit de s'en aller quand même. Mais disons, là où nous en sommes dans nos existences, on va retenir le droit de se contredire. C'est bien, bien, bien suffisant pour l'instant. Allez, merci et bonne soirée. En espérant que ça fonctionne, là, que vous n'ayez pas à m'écouter. C'est sûr, les compagnes des bibliomanes. Hein, les compagnes des bibliomanes. Bon, on est des êtres tellement prévisibles. Hein, vous savez, on est probablement le type de mâle, hein, les plus... non seulement les plus routiniers, les plus prévisibles, les plus sécuritaires, les plus... on passe nos journées à réfléchir, à penser. Alors nous, on fomente pas des complots, on n'ourdit pas des stratégies financières. Même sur le plan économique, on est plutôt nul, n'est-ce pas? Si on a le choix entre quelques billets ou quelques feuillets, on va prendre les feuillets. On préfère des recueils, de poésie à des liasses. Ça fait de nous au fond, des personnages un peu étonnants pour nos compagnes, mais on est rares quand même. Nous sommes très rares. Pas de plus en plus rares parce qu'on se maintient, mais... Ouais, je sais bien que, comme je disais dans un commentaire, mais écoute, le son est bas, alors il écoute l'oreille. Alors ma compagne, elle doit se demander ce que je fais, trouver bien ri en lisant ça. J'avais fini là-dessus. Il y a, à Côte-des-Neiges, j'avais un client de mon âge. Ouais, de mon âge. Un Français. Marié avec une Québécoise. Ça, c'est un... en tout cas, un Français marié avec une Québécoise. Et un jour, il est venu voir à ma librairie. Il m'a dit, je peux plus venir à ta librairie. Il y a de ça, même pas 10 ans. Là. Donc, le type, il avait la cinquantaine. Je peux plus venir à ma librairie. Je peux plus venir à ta librairie. Alors, pourquoi? Ma femme trouve que tu as une mauvaise influence sur moi. Ça m'a rappelé mes années d'adolescence où j'étais assez allumé et j'avais pas mal... j'exerçais une influence assez calamiteuse sur pas mal de mes petits compagnons et compagnes. Mais là, à 50 ans, penaud, vaincu par la vie. Je peux plus venir à ta librairie, ma femme. Trouve que t'as une mauvaise influence. Wow! En tout cas, je pense. Je sais même pas si je le crois. Mais là, évidemment, là, je suis déménagé. Mais il était penaud, hein, tu sais, comme vaincu, là, terrassé. Tu sais, je l'avais croisé peut-être quelques semaines auparavant, sa femme, sur la rue. J'avais envoyé un salut de la main, puis le regard. C'est fermé! Ouais. Vous voyez? Même la nuit, même pendant le couvre-feu, on essaye d'entrer. Non, il n'y a rien à faire, monsieur. C'est fermé. Bah, il a ajouté un petit élément d'imprévisibilité, lui aussi. Lui, il voulait me voir. Hein.
Alors donc, je l'avais croisé sur Côte-des-Neiges, je lui avais envoyé un salut, puis le regard. Là, je dis, oh, je suis pas dans ses bonnes grâces. Finalement, quelques semaines, quelques mois plus tard, fini, je peux plus venir, ma femme veut plus. Bon, écoutez, j'espère que c'est pas votre cas. OK, bonsoir, bonne soirée, puis bonne nuit. À demain.